Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Comme là j'ai des examens qui approchent, j'ai pas vraiment le temps de me plonger dans la suite de la série sur les animaux, alors en attendant, je vais en profiter pour faire une réponse à une vidéo et un article qui me démangeaient depuis un petit moment. Mais avant de commencer, je vais préciser deux choses importantes. Premièrement, là on va parler du véganisme, ou plus précisément de l'abolitionnisme et du welfarisme. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes, un abolitionniste c'est quelqu'un qui considère qu'il faut abolir l'élevage purement et simplement de la même manière qu'on a aboli l'esclavage par le passé. Donc l'idée c'est qu'aucune pratique d'élevage n'est moralement défendable et que pour vivre moralement, il faut donc arrêter toute consommation de produits issus d'exploitation animale en vue d'obtenir son abolition. Un welfariste, c'est quelqu'un qui considère que c'est pas le fait de consommer de la viande ou des produits animaux en soi qui est immoral, c'est la manière dont est opérée cette production, et qu'il faut donc revendiquer des bonnes conditions d'élevage et autant que possible s'assurer de ne consommer que des produits qui sont issus d'une production éthique. Il se trouve que c'est un thème que j'avais déjà prévu d'aborder dans mes vidéos dans le cadre de la série sur les animaux. Sauf que c'est prévu pour le 3e chapitre et donc ça pourrait me prendre plus d'un an d'y arriver. Et comme l'occasion s'est présentée de répondre, j'ai préféré saisir la balle au bond et présenter un peu mon point de vue là-dessus. Du coup, je vais essayer de trouver un équilibre entre tenir un propos cohérent et bien articulé et pas non plus trop spoiler les prochaines vidéos parce que sinon je vais être quand même bien emmerdé pour la fluidité de la série. Donc attendez-vous à ce que régulièrement je vous place des grimaud en mode ce sera dans mes prochaines vidéos parce que c'est un sujet très complexe et très délicat et je peux pas le traiter intégralement sur moins d'une heure. Et deuxièmement, je réponds à une vidéo de Demos Kratos réalisée par Julien Malara qui est un ami. On se connaît bien, on s'entend très bien, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on se respecte parce qu'il sait que c'est moi qui ai raison. Du coup, c'est certain qu'il y a une certaine affinité et que je vais pas employer le même ton quand je réponds à un simple ami qu'à mon meilleur ami par exemple. Alors évidemment, l'idée c'est pas non plus d'être complaisant, sauf que là, il y a aussi un cas de figure assez particulier. Parce qu'en gros, moi je suis welfariste et Julien est vegan, donc abolitionniste. Donc on serait tenté de se dire que je vais lui faire une réponse critique comme d'habitude dans ce format, où je vais démontrer pourquoi je suis pas d'accord avec sa position. Sauf que là, en fait, la vidéo de Julien, c'est déjà une réponse à un article de Libé qui est censé défendre le welfarisme contre des arguments véganes, entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Et il se trouve que moi-même, quand j'ai découvert l'article, je me suis tapé la tête contre le mur en essayant d'oublier à quel point c'était n'importe quoi. Du coup, alors qu'en théorie, je devrais être de l'avis de l'article et opposé à la réponse de Julien, en fait, c'est surtout avec l'article que je suis pas d'accord et je trouve que la réponse de Julien est légitime. Donc forcément, je vais être exceptionnellement gentil avec lui. C'est pas seulement pour lui lécher le cul en espérant une collab, c'est surtout parce qu'il y a une configuration très particulière qui fait que même si je suis pas de son avis, j'ai finalement pas grand chose à redire sur sa réponse. Donc en résumé, le 2 mars dernier, Julien Malara de la chaîne Demos Kratos a publié une vidéo en réponse à un article de Libération, coécrit par Paul Ariès, Frédéric Denez et Jocelyne Porcher, intitulé « Pourquoi les véganes ont tout faux ». Et Julien étant vegan, vous imaginez bien qu'il n'était pas très content de l'article et de son contenu, et donc les 10 minutes de vidéo consistent exclusivement à foutre tout son argumentaire en PLS. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, vous avez dans la description un lien vers l'article et un vers la vidéo de Julien. Si vous voulez vraiment rien rater, mettez la vidéo en pause et allez les consulter. Mais autrement, je vais faire en sorte de résumer le contenu, donc si vous ne l'avez pas fait, vous devriez arriver à suivre quand même. Alors le premier truc marrant, c'est que Julien est familier avec les positions de Paul Ariès, et vous allez voir qu'il s'étonne que le contenu de l'article représente aussi mal ce qu'il connaît de son œuvre en général. Moi, je suis familier avec les positions de Jocelyne Porcher, et je m'étonne que le contenu de l'article représente aussi mal son œuvre en général. Donc clairement, il y a un gros souci avec l'article, au point que aussi bien Julien que moi-même, on en rigole en disant que en fait c'est un complot des Illuminati véganes pour relancer le débat sur le véganisme. Mais on verra en fin de vidéo quelle hypothèse plus sérieuse on peut proposer pour expliquer tout ce merdier. Alors on va voir point par point ce que dit l'article et ce qui répond Julien, et vous allez voir qu'à chaque fois j'ai de quoi me cogner la tête contre le mur, parce que je connais très bien l'argument de fond sur lequel est appuyé l'argumentaire de l'article, je sais qu'il est parfaitement sensé, mais l'article en présente une caricature tellement grossière que je peux jamais donner tort à Julien sur ses réponses, tout simplement parce que si on n'est pas déjà très familier avec le débat de fond, on peut interpréter le propos d'article que de la manière qu'il fait, et donc y réagir comme il le fait. Et justement, ça commence très fort parce que la toute première phrase de l'article, c'est les véganes prônent une rupture totale avec le monde animal, alors que manger de la viande a toujours fait partie de l'histoire humaine. Alors là, si vous avez rien que le minimum syndical de compétences zététiques, vous avez forcément tout de suite vu le problème, et Julien est évidemment pas passé à côté. À partir du moment où vous justifiez quelque chose par un appel à la tradition, ce n'est plus un argument. Essayez de remplacer manger de la viande par n'importe quoi d'autre, et vous vous rendrez compte très rapidement que ça ne fonctionne pas. Le meurtre a toujours fait partie de l'histoire humaine. Les inégalités ont toujours fait partie de l'histoire humaine. Bah oui, évidemment, quand on commence un argumentaire avec « on l'a toujours fait », bah faut pas s'étonner de manger son point tradition.
Perso, ça m'a mis en PLS direct quand j'ai vu l'article, parce que vous imaginez bien qu'en tant que philosophe welfariste, je vois passer un article de Libé coécrit par Porcher en réponse au véganisme, j'ai tout de suite commencé à me lubrifier. Et dès la première phrase, je suis obligé de m'injecter 15 cc de désillusion en urgence pour pas finir à l'hôpital. Donc Julien a complètement raison de réagir comme ça, à sa place j'aurais réagi exactement pareil. Seulement ce qui m'énerve vraiment, c'est que c'est très clairement appuyé sur un argument de Porcher que je connais bien et qui en réalité n'a rien à voir avec un appel à la tradition. C'est juste l'article qui a réussi à le caricaturer en sophisme, et c'est particulièrement agaçant parce que c'est l'un des points les plus importants. Quand Porcher parle de l'histoire de nos relations aux animaux et son lien à la consommation de viande, c'est pas pour dire qu'on a toujours mangé de la viande donc on doit continuer à le faire. Vous imaginez bien qu'avec un raisonnement pareil, on rétablirait l'esclavage, la lapidation, la torture, la privatisation des services publics, tout un tas de pratiques archaïques et dépassées, donc clairement, c'est pas un argument digne d'une directrice de recherche au CNRS. Ce dont parle Porcher, c'est du fait bien connu par les anthropologues que la domestication au sens large s'est établie en raison de notre consommation de viande. On sait par exemple qu'avant de se mettre à élever des troupeaux entiers, nos ancêtres ont commencé par recueillir et allaiter des bébés animaux orphelins avec tout bêtement l'intention de les manger une fois qu'ils auront terminé leur croissance. Tout le reste, cuir, laine, lait, etc., c'est arrivé dans un second temps et parfois des millénaires plus tard. Je m'étends pas là-dessus parce que justement le prochain épisode de la série sur les animaux parlera de domestication, mais en résumé, le propos c'est que s'il n'y avait pas eu de consommation de viande, il est très probable que tout au long de l'histoire de l'humanité, on n'aurait jamais développé de relation aux animaux. Et donc on aurait développé notre civilisation uniquement sur une relation de compétition avec les autres animaux, alors que c'est justement leur domestication qui a permis un rapport de coopération. Alors oui, cette coopération a longtemps été basée sur l'exploitation et la domination, et sans doute aujourd'hui plus que jamais à cause de l'industrialisation. Et oui, moralement, ça peut être critiqué, et même ça doit être critiqué. Ce que font d'ailleurs également les welfaristes, puisqu'il est mentionné dans le même paragraphe qu'il faut lutter contre l'industrialisation et revendiquer des bonnes conditions d'élevage. Mais ce rapport de domination, il a aussi été présent entre humains tout au long de l'histoire, et il l'est encore beaucoup aujourd'hui. Pourtant, le fait qu'il existe du racisme, par exemple, ça justifie pas qu'on isole toutes les ethnies les unes des autres et qu'on coupe tout contact entre tous, au prétexte d'éviter aux unes d'être dominées par les autres. Il faut au contraire maintenir et corriger nos rapports de sorte qu'il existe des relations basées au maximum sur la coopération et non pas sur l'exploitation ou la compétition. Et c'est ça l'argument qui est mis en avant par Porcher. Ce que les véganes appellent exploitation animale, et qu'ils entendent au sens d'une exploitation abusive fondée sur des rapports de domination spécistes, c'est en fait la raison d'être de notre relation aux animaux elles-mêmes. Il ne s'agit pas de dire on a toujours mangé de la viande donc il faut continuer à le faire, il s'agit de souligner que si on arrête de consommer de la viande, on abolit non pas juste le rapport de domination, mais l'intégralité de nos rapports aux animaux d'élevage. Parce que oui, visualisez le truc entièrement. Mettons que demain, là, on abolisse d'un coup toute exploitation animale. Alors, en passant, la question des animaux de compagnie est à part, et tous les véganes ne sont pas d'accord là-dessus. Certains considèrent que comme il n'est pas question de les consommer, il n'y a pas de raison de l'abolir. D'autres considèrent que ça implique un élevage, un commerce, une domination, etc. Et parfois vont jusqu'à soutenir que tenir un chien en laisse, par exemple, c'est un acte d'oppression et de domination, et donc il faut aussi abolir la domestication d'animaux de compagnie. Je m'étends pas là-dessus pour le moment, on en reparlera. Pour faire court ici, je vais parler de ce qu'on appelle communément la domestication du bétail, donc toute espèce d'élevage destinée à une consommation humaine. Donc supposons qu'on abolisse tout ça, qu'est-ce qui resterait de nos rapports aux animaux ? On va pas continuer de les élever sans les consommer derrière, parce que ça coûte un pognon monstre et ça demande un boulot de dingue. La consommation de produits animaux, c'est la raison d'être de leur élevage. On peut évidemment pas les élever pour rien, ou alors juste à titre de musée vivant, plus ou moins comme un parc zoologique, mais même ça, pour une majorité de véganes, ce serait contestable pour tout un tas de raisons. Là non plus, je m'étends pas dessus, on en reparlera. Mais donc il n'y aurait plus aucune justification à leur élevage, et comme on ne peut pas les relâcher dans la nature, parce que soit ils y sont plus adaptés, soit ils pourraient mettre en péril l'écosystème, et ben ça signifie forcément l'extinction de toutes les espèces d'élevage, et la disparition de toutes nos pratiques liées aux animaux. Sauf éventuellement les animaux de compagnie, mais j'ai dit que je laissais ça de côté. Du coup, on se retrouverait avec d'un côté des humains qui vivraient dans des civilisations urbanisées, de l'autre des animaux qui vivraient à l'état sauvage et plus aucune relation entre les deux. Donc excusez-moi de le dire brutalement, mais visualisez ce truc-là et expliquez-moi en quoi c'est autre chose qu'un apartheid spéciste pur et simple. Porcher a raison sur ce point. Abolir l'élevage, c'est inévitablement sacrifier nos relations aux animaux dans leur intégralité. C'est totalement excessif. C'est un peu comme si pour lutter contre les violences conjugales, je soutenais qu'il faut abolir les relations de couple. Alors c'est sûr que ça va fonctionner, oui, mais à quel prix ? L'enjeu de l'éthique animale, c'est justement nos relations aux animaux, ou plus précisément la qualité de nos relations à eux. Sacrifier cette relation, c'est pas une solution au problème de la souffrance animale, c'est juste un abandon. C'est ça l'argument de fond qu'on trouve chez Porcher. Il faut non pas abolir, mais corriger nos relations aux animaux d'élevage.
Alors vous voyez pourquoi je m'énerve contre cet article, parce que c'est un argument non seulement parfaitement sensé, mais surtout très pertinent. Et c'est totalement incompréhensible qu'on le retrouve ici résumé comme un sophisme qui n'est rien de plus que « Oh c'est bon quoi, on a toujours mangé de la viande, on va quand même pas arrêter maintenant ». Et le pire c'est que non seulement c'est insultant pour un welfariste comme moi de voir ses positions caricaturées à ce point, mais en plus l'article insulte ouvertement les véganes ou vegan friendly à qui il s'adresse pourtant explicitement et qu'il est censé convaincre. Puisqu'on nous explique dans le plus grand des calmes que les véganes ne représentent personne, bon, ça c'est un bon gros ad populum des familles, puis qu'ils sont surreprésentés dans le débat. Alors l'un comme l'autre n'est pas totalement faux non plus, ça on va en reparler et vous allez voir que j'ai ma petite idée de pourquoi. Cependant quand on prétend répondre rationnellement à quelqu'un, on commence pas par l'accuser d'être marginal, d'être émotif, d'avoir une morale binaire, de faire de la propagande et d'être extrémiste. Ça c'est pas de l'argumentation, c'est de l'attaque ad hominem. Même moi qui suis welfariste, je suis choqué par ce que je lis alors que c'est censé s'adresser à mes contradicteurs. Alors si je me mets à la place des vegans qui disent cette merde, c'est pas difficile de comprendre que dès le premier paragraphe, ils ont déjà fermé tous leurs chakras et rien de ce qui va suivre va pouvoir les convaincre. Bon, si vous faites partie des vegans en question qui ont fermé leurs chakras, rassurez-vous, vous avez rien raté parce que tout le reste de l'article n'est pas mieux que le début. Mais on va quand même voir quels arguments l'article aurait dû représenter au lieu de les caricaturer. L'article enchaîne juste après sur l'idée de sauver les animaux et il affirme que les véganes ne les aideront pas réellement parce que les animaux ont en fait intérêt à vivre avec nous. Jusque-là, c'est résumé très grossièrement, mais c'est plus ou moins sensé. Et du coup, forcément, ça enchaîne avec un argument de merde, comme quoi ils ne veulent pas être libérés ni retourner à la sauvagerie. Et là, j'ai envie de mourir quand je dis ça. Parce que partant d'un argument sensé qui aurait mérité d'être mieux développé, ça embraye à nouveau sur un autre sophisme, la pétition de principe, comme quoi les animaux sont contents d'être élevés et ne voudraient pas retourner à la sauvagerie. Choix de mots particulièrement chargé qui a évidemment fait réagir Julien. Y a que moi qui ai une impression de déjà-vu en lisant cet argumentaire? On va juste essayer de remplacer quelques mots pour voir ce que ça fait. Il est probable que les colonisés ne demandent pas à être libérés. Ils ne demandent pas à retourner à la sauvagerie. Ils demandent à vivre avec nous et nous avec eux. Ils demandent à vivre une existence intéressante, intelligente et digne. C'est exactement le même argumentaire. On opprime des minorités, que ce soit les populations d'autres pays, des femmes ou encore des animaux non humains, et ensuite on justifie cette oppression par la nécessité de donner un sens à leur vie. Et bah oui, encore une fois, quel putain d'intérêt de venir parler de sauvagerie là-dedans? C'est un terme notoirement connoté d'ethnocentrisme, voire de racialisme, du fait de l'histoire de la colonisation. Est-ce que c'était trop difficile d'écrire « retourner à la condition sauvage » par exemple? C'est quoi là? Il écrit un article à partir d'un forfait SMS de 2005, il est facturé au caractère? Enfin c'est incroyable quand même, vous voyez pourquoi on délire sur les Illuminati vegan avec des formulations pareilles? On jurait que c'est fait exprès pour décrédibiliser les arguments welfaristes plutôt que de les défendre. Comment on peut aborder le thème de la condition animale sans distinguer clairement les conditions d'élevage fermier et les conditions d'élevage industriel? Surtout quand on sait que le principal défaut d'analyse des abolitionnistes en général, c'est précisément de mettre les deux dans le même panier en soutenant qu'aucun élevage n'est moralement défendable. Alors, je pourrais développer longuement sur la nature et l'origine de cette confusion, mais là encore je vais vous caser une grimace parce qu'on en reparlera dans des prochaines vidéos de manière détaillée. Surtout que là c'est presque exactement le sujet de mon mémoire, donc vous imaginez bien que j'ai pas mal de trucs à en dire. Mais on va quand même garder en tête une chose, c'est que cette confusion n'est pas imputable à une sorte d'hystérie pathologique des végans de Twitter qui se serait auto-réalisée à partir de courants philosophiques du siècle dernier comme l'antispécisme. En fait, cette confusion qui consiste à dire que l'élevage fermier ne serait pas plus défendable que l'élevage industriel, on la retrouve déjà chez Singer dans La Libération animale publiée en 72. D'ailleurs avec un paquet d'incohérences et de raccourcis, mais encore une fois j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc oui, il y a bien un intérêt commun à ces relations d'élevage, y compris lorsqu'elles impliquent la consommation des animaux élevés. Mais c'est absurde d'exposer cet argument sans rappeler le plus clairement possible qu'on parle ici d'un élevage sain, celui que revendiquent les welfaristes, et sûrement pas d'un élevage industriel. Or, comme je l'ai dit, les véganes ont ce défaut très commun, du fait d'une confusion présente dans toutes les théories modernes de l'éthique du vivant, de ne pas distinguer les deux. Pour eux, l'idée d'un élevage respectueux dans lequel l'animal serait heureux et épanoui, c'est simplement une propagande des industriels destinée à tromper le consommateur sur la manière dont est produite la viande qu'il consomme. Et là-dessus, ils ont quand même largement raison. Je veux dire, baladez-vous dans un supermarché et regardez les emballages des produits d'origine animale. Vous voyez quoi? Des grands espaces verdoyants, des animaux heureux et paisibles, bref, tout ce qui inspire une production respectueuse des produits qu'on cherche à vous vendre. Alors que pour ce qui est du porc, par exemple, 95% de la viande commercialisée provient en réalité d'élevage industriel.
Et ça, je peux vous garantir qu'ils n'ont pas envie de mettre en photo sur leur emballage parce que c'est vachement moins vendeur quand même. D'ailleurs, au travers du lobbyisme et de l'Union européenne, les industriels ont concrètement largement obtenu le droit de leurrer le consommateur, qui n'est pas informé comme il devrait l'être sur la provenance et la production de ce qu'il consomme, et c'est évidemment dû au fait que s'ils savaient vraiment comment est produit ce qu'on trouve en supermarché, une très large majorité boycotterait les produits industriels. Donc le vegan lambda, quand vous lui dites que les animaux ont un intérêt commun à être élevés par les humains, lui il se dit pas « Ah bah dis donc c'est vrai que vivre dans les pâturages c'est quand même moins pénible que d'être dans la savane exposé à la prédation et aux maladies, j'y avais pas pensé ». Bah non, lui il se dit plutôt « Foutez-vous bien de ma gueule », comme si la viande qu'on consomme actuellement était produite comme ils le prétendent ici. Et ils ont raison au fond, mais c'est pas l'argument de l'article qui est mauvais, encore une fois c'est la manière dont l'argument est présenté qui est caricaturé en sophisme. On ne peut pas promouvoir le welfarisme sans insister justement sur son point commun avec le véganisme qui est l'abolition de la production industrielle. Welfarisme, ça vient de welfare, c'est-à-dire bien-être. Donc on ne peut parler d'intérêt commun à l'élevage qu'à la condition que ce bien-être soit respecté, ce qui exclut forcément toute production industrielle. Là encore, on se demande à qui s'adresse vraiment l'article, parce que n'importe quel vegan qui lit ça va forcément y voir la preuve que l'article est secrètement sponsorisé par les Illuminati de la production de viande, et que c'est de la pure propagande carniste commanditée par le lobby du barbecue. Surtout si on s'amuse à balancer dans le tas des termes chargés comme sauvagerie d'ailleurs. Enfin, sans déconner, c'est quoi que le rédacteur de l'article a pas compris dans le concept d'antispécisme? Dire que les animaux veulent qu'on les élève pour les protéger de la sauvagerie, c'est vraiment, comme l'a répondu Julien, prendre la posture du colon venu les exploiter au prétexte que ça leur rendrait service. Pourquoi il parle de sauvagerie au lieu de conditions sauvages? Pourquoi il n'insiste pas sur le fait qu'ici on parle d'élevage fermier et éthique et donc que ça exclut l'élevage industriel? Pourquoi il n'en profite pas pour exposer une critique de la zootechnie qui traite les animaux comme des machines dont il faudrait réussir à tirer la plus grande productivité possible? Il y avait un paquet de trucs pertinents à développer ici, des trucs sur lesquels Porcher a d'ailleurs publié des livres. Alors pourquoi on n'en retrouve pas la trace dans cet article? Surtout qu'en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'expliquer pourquoi les végans ont tout faux, il y avait quand même un point majeur à souligner. C'est la contradiction entre la logique abolitionniste et son postulat essentialiste. Dire que tous les animaux doivent être libérés au sens où la condition captive serait une condition oppressive, peu importe la qualité de l'élevage, c'est supposer que seuls les humains aspirent à un plus grand confort, une plus grande sécurité et à des relations plus paisibles. Les animaux, eux, seraient systématiquement plus heureux à l'état sauvage qu'entre nos mains, peu importe la manière dont on s'occupe d'eux. Sauf que si on poursuit la logique jusqu'au bout, est-ce que je dois aussi libérer mon chien dans la forêt? Évidemment que non, parce qu'il est capable d'émotions, de relations, qu'il est attaché à moi et qui sait apprécier un plus grand confort, une plus grande sécurité et une plus grande facilité de vie d'une manière très analogue à n'importe quel humain. Parce que ça, c'est une aspiration commune à tous les êtres sentients, c'est-à-dire capables d'émotion et de nociception. Je renvoie à ma vidéo sur la conscience pour ceux qui voudraient approfondir. Donc on ne peut pas à la fois soutenir que tous les animaux ont des aspirations communes qui se traduisent en éthique par une égalité de considération morale, et simultanément considérer que seuls les humains seraient heureux dans un confort artificiel, tandis que les animaux, eux, aspireraient à la liberté, et seraient donc plus heureux à l'état sauvage que dans des conditions d'élevage. Tout animal sentient préfère naturellement le confort, la sécurité et l'abondance à l'inconfort, l'insécurité et la précarité. Ça aussi, je développerai plus tard en quoi c'est le cas de manière détaillée, mais c'est précisément cette aspiration qui est au fondement de l'émergence du phénomène de civilisation dont je parlais dans une récente vidéo. On a établi des sociétés à la complexité croissante précisément pour permettre de profiter de ce plus grand confort, de cette plus grande sécurité et de cette plus grande abondance. Pour des raisons que j'explique dans la vidéo que je viens de citer, on se trouve être les seuls à avoir développé la capacité de poursuivre ce mouvement de civilisation au sens où je le définis. Mais ça ne veut pas dire que nous seuls sommes intéressés par ces bénéfices et que les autres animaux, eux, préféraient naturellement vivre à l'état sauvage face à la prédation, aux intempéries, la maladie ou la famine. C'est en ça qu'il y a une contradiction dans la logique végane, et c'est en ça qu'il y a bien un intérêt mutuel à l'élevage. Faire profiter aux animaux non humains dont on a la responsabilité les avantages procurés par le développement de la civilisation humaine dont on s'est trouvé acquérir la capacité au cours de notre histoire. Supposer que les animaux non humains ne sont pas intéressés par ces avantages, c'est en réalité une idée particulièrement spéciste. Ça suppose qu'il y a une sorte de rupture ontologique entre les aspirations humaines et les aspirations de tous les autres animaux. C'est tout simplement faux, on aspire fondamentalement à la même chose. L'enjeu d'une bonne éthique animale, c'est de déterminer comment faire profiter aux animaux qui sont sous notre responsabilité des avantages obtenus par la civilisation humaine, pas d'abolir nos relations et les libérer de notre emprise. Mais évidemment, pour que cet objectif éthique puisse être atteint, il faut forcément être clair sur le fait que la condition première, c'est d'offrir aux animaux d'élevage les meilleures conditions de vie possibles. En aucun cas, le welfarisme ne permet de tolérer l'élevage industriel. Alors, je comptais développer ici une remarque concernant l'analogie avec la colonisation, mais rétrospectivement c'est beaucoup trop long, donc je vais garder ça pour une autre vidéo.
Juste en résumé, gardez en tête que seul l'humain dispose de la capacité juridique, c'est-à-dire la capacité de comprendre un droit institutionnalisé et de le respecter. Et c'est une condition à son émancipation. Ce qui fait que le plus grand bien-être d'un colonisé, ça passe par son émancipation et sa capacité à faire ses propres choix, sans être mis sous tutelle par un colon. Mais évidemment, on ne peut pas accorder un tel droit à un chien, un singe ou une vache. C'est pour ça qu'il y a forcément une asymétrie dans les rapports entre humains et animaux. Les animaux n'ayant pas la capacité de comprendre et respecter la notion de droit, puisque c'est un truc développé par des humains et pour des humains, on ne peut pas leur accorder une autonomie équivalente à la nôtre sans justement abolir toute relation avec nos sociétés. Bon, c'est un peu jargonneux ce que je dis là, je sais. Désolé si vous n'arrivez pas à voir clairement ce que je veux dire, mais là je résume ça en un seul paragraphe alors que ça mériterait plusieurs pages. Donc si vous êtes un peu largué, vous inquiétez pas, on reparlera de ça de manière plus détaillée dans des prochaines vidéos, il faut juste patienter un peu. L'article enchaîne ensuite sur une réponse à l'idée selon laquelle le véganisme sauverait de la famine. Et il argumente que depuis la fin du XVIIIe siècle, et dans les pays dits développés, il n'existe plus de famine, donc que là où il existe encore des famines, c'est qu'il y a des enjeux géopolitiques à l'œuvre. Conclusion, le véganisme n'y changerait rien. Alors, c'est pas faux, mais ça répond surtout à un argument vegan neuneux qui consisterait à dire que s'il y a de la famine dans le monde, c'est parce qu'on n'arrive pas à produire assez de bouffe. Vous allez peut-être me dire que vous connaissez justement un vegan qui défend ça, oui, mais si je cherche bien, je suis sûr que je vous trouve un vegan qui croit que la Terre est plate, donc c'est pas la question. Quand on veut critiquer un courant d'idées, on critique ses meilleurs arguments, sinon c'est un biais de sélection et un homme de paille, et ça convainc jamais personne. Enfin, si, ça convainc des gens malheureusement, mais pas pour les bonnes raisons. Du coup, l'argument attaque un homme de paille. Alors là-dessus, je sais pas trop dire si c'est imputable à l'article ou directement à Porcher, parce que je connais pas bien sa position sur ce point précis et j'ai pas encore eu le temps de l'approfondir. Mais comme je le rappelle, mon sujet de mémoire porte sur l'antispécisme, j'ai suffisamment discuté de ce sujet-là avec des végans sérieux, c'est-à-dire ceux dont les arguments ne se résument pas en un tweet. Et quand il parle de la question de l'alimentation et de la famine, c'est pas pour dire que le véganisme va résoudre le problème de la faim dans le monde, c'est en tant que réfutation d'un argument adverse, promu notoirement par l'industrie animale, qui consiste à dire en résumé que la viande constitue X% de notre alimentation, et donc que si on arrêtait de manger de la viande, on ne pourrait pas nourrir tout le monde. Alors que répondent les végans là-dessus? Eh je laisse Julien répondre, puisqu'encore une fois, il le fait très bien. Il faut actuellement entre 3 et 13 calories végétales pour produire une seule calorie animale. Et 3/4 des terres agricoles de la planète sont consacrées au bétail. Donc il faut moins de ressources et moins d'espace pour nourrir un vegan que pour nourrir un omnivore. Donc contrairement à ce que vous dites, eh bien le régime vegan permet d'éviter les famines. Et ça, effectivement, c'est tout ce qu'il y a de plus factuel. Et même, je vais rajouter que Julien est resté très modéré là-dessus, parce que quand il dit qu'il faut entre 3 et 13 calories végétales pour produire une seule calorie animale, en réalité, dans certains cas, ça peut être bien plus. Singer, notamment, parle de rapports de 1 à 300 dans certaines industries. Donc ça, c'est vrai, en termes caloriques, la production animale est une production à perte. Donc arrêter de consommer de la viande ne risque absolument pas de provoquer des famines. Au contraire, ça permet d'assurer qu'on produise caloriquement assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Cela dit, il y a encore un raisonnement fondé à l'origine de l'argument qu'on trouve caricaturé dans l'article. C'est que certes, la production de viande est caloriquement à perte, mais rappelons que la position welfariste, c'est pas qu'il faut continuer à produire et manger la viande exactement comme on le fait actuellement et sans rien y changer. C'est d'une part qu'il faut en consommer moins, et d'autre part qu'il faut la produire mieux, notamment relativement au bien-être des animaux d'élevage. Donc il ne s'agit pas de dire que produire de la viande est nécessaire, simplement de dire qu'il est possible d'en produire de manière éthique, raisonnée et écologiquement responsable. De là, il faut revenir sur un argument précédent, celui de l'abandon des relations, pour comprendre que ce qui est défendu, c'est pas que manger de la viande est mieux que de ne pas en manger, c'est qu'il est possible de produire et consommer de la viande de manière éthique et responsable, et que c'est nécessaire au maintien de nos relations aux animaux, là où l'abolitionnisme reviendrait, comme je l'ai déjà dit, à y renoncer intégralement. Ensuite, l'article enchaîne avec l'idée que l'élevage est de toute façon nécessaire pour produire du fumier pour l'agriculture. L'idée étant que l'agriculture et l'élevage sont complémentaires, et donc que si on abolissait l'élevage, ça poserait des problèmes au niveau de l'agriculture. La réponse de Julien est simple et concise. On est plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète. On produit plus de 556 milliards de kilos d'excréments par an. Si on veut faire du compost, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Bah oui, dans l'argument on oublie un peu vite que nous aussi on fait caca en fait, donc on peut légitimement répondre qu'on n'a pas spécialement besoin que les animaux fassent caca pour avoir du compost. Alors on pourrait quand même pinailler un peu sur la réponse de Julien parce que c'est pas tout de donner des chiffres intéressants sur le caca, il faudrait aussi les comparer aux besoins moyens de compost, et là c'est pas dit qu'on fasse suffisamment caca dans l'ensemble. Il y a aussi la question de la logistique qui se pose, comment on récupère tout ce caca? Alors oui, je sais, il existe des solutions théoriques. Par exemple, on pourrait tous avoir des toilettes sèches, on pourrait tous apporter son caca au centre local du caca, ou encore on aurait tous un bac à compost et un potager dans notre salon.
Disons que c'est un truc qui peut être fait, mais ça demande quand même de changer intégralement notre mode de gestion du caca, et indépendamment de si c'est une bonne idée ou pas de le faire, parce que c'est vrai que gaspiller 5 à 10 litres d'eau potable pour évacuer du caca au lieu d'en faire du compost, c'est quand même discutable, c'est quand même un sacré chantier à mettre en œuvre dans l'ensemble. Et puis aussi, il y a la question de la contamination du caca par les médicaments. Alors, pas juste les antidépresseurs, antibiotiques, etc. Ça, on pourrait me répondre que c'est déjà présent chez les animaux de toute façon, même si, encore une fois, ça revient à confondre élevage fermier et élevage industriel. Mais admettons. Ce qui pose problème, c'est surtout les contraceptifs et éventuellement certaines drogues. Ça, pour le coup, ça risque quand même de poser quelques soucis si ça contamine notre alimentation. Mais bon, apparemment, quand on fait trop de recherches là-dessus, on tombe sur des sites qui vous proposent de mettre votre caca au soleil, alors on va pas s'attarder là-dessus parce que j'ai pas envie que mes robots Google se mettent à me recommander du caca en croyant que c'est un truc qui me passionne. Donc disons que c'est au moins plausible que le compost humain remplace le compost animal. Du coup, est-ce qu'il faut arrêter la viande? Eh ben on n'en sait rien. Au final, c'est ça le problème de cet argument, c'est tout simplement hors sujet. La question, c'est pas où trouver le caca pour faire du compost, c'est simplement comment produire sainement notre alimentation. Ou pour le dire autrement, la question c'est pas de savoir quel caca on utilise, mais de faire en sorte qu'on utilise du caca plutôt que des engrais de synthèse combinés à des pesticides en masse qui empoisonnent les sols. Donc tout simplement faire le choix d'une agriculture écologiquement responsable plutôt qu'industrielle. Là encore, c'est un point d'accord et non pas de discorde entre welfaristes et abolitionnistes. La priorité c'est de mettre fin à l'industrialisation de la production alimentaire, pas de choisir entre consommer de la viande ou non. L'article enchaîne alors sur un argument relatif à des études. Alors, lesquelles, apparemment démerdez-vous parce que c'est pas précisé, mais études donc qui démontreraient que les végétariens, et non pas les véganes, attention, vivraient plus longtemps. L'article y répond que ces études sont en fait biaisées parce que les végétariens ont un mode de vie globalement plus sain, et donc il n'y a pas de causalité réelle entre la non-consommation de viande et la longévité. Alors, on va commencer par voir la réponse de Julien. Déjà, il y a le rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2015 qui explique que la viande rouge est cancérigène et qu'un régime végétarien est meilleur pour la santé. Mais admettons que ce rapport se trompe. Admettons. Vous dites que les végétariens vivent plus longtemps parce qu'ils ont un mode de vie sain. Mais du coup, vous admettez qu'on peut ne pas manger de viande et très bien vivre. Mais on s'en fout totalement de savoir si les légumes ont un effet miraculeux sur la santé. Par contre, on sait que la viande, elle en a pas, puisque les végétariens peuvent vivre très bien sans en manger. Et bah oui, tout simplement. Alors, concernant les études sur la consommation de viande, l'article y répondait déjà sommairement. C'est des études menées justement dans les pays où la consommation de viande est excessive et industrialisée, donc bourrée de saloperies. Et donc c'est pas transposable à une consommation de viande fermière. Et puis on pourrait ajouter qu'il y a le fait de consommer la viande et la manière de consommer de la viande. Si vous vous gavez de bacon, de burger et de barbecue, clairement, même à quantité de viande égale, vous allez être beaucoup plus mal en point que si vous mangez de la viande cuisinée et accompagnée de légumes. Mais dans le fond, aussi bien l'article que Julien campent un peu sur leurs positions respectives ici. Parce que dans les faits, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Globalement, c'est assez flou, mais si vous voulez approfondir, il y a une excellente vidéo de Primum Non Nocere en lien dans la description, qui explique de manière très précise les différences entre protéines animales et végétales, et corrige très bien les idées reçues sur le végétarisme et le véganisme. Aussi bien par rapport à l'idée qu'il faudrait absolument manger de la viande, que par rapport à l'idée que manger de la viande, ce serait mauvais pour la santé. En résumé, qu'est-ce qu'il y a à en comprendre? D'une manière générale, l'organisme assimile mieux les protéines et vitamines animales que végétales, donc il est plus difficile d'avoir une alimentation équilibrée sans consommer de produits animaux. Mais plus difficile, ça ne veut pas dire impossible. Donc si certains veulent se passer de produits animaux, indépendamment des raisons, c'est tout à fait possible à condition d'être attentif à leur alimentation. Autrement, il peut y avoir un risque de carence. Il y a une seule exception notable, c'est la fameuse vitamine B12 qui ne peut pas être obtenue au travers de végétaux. Et ça, il y a 50 ans, ça aurait été un bon argument pour dire qu'être vegan, c'est dangereux pour la santé. Mais aujourd'hui, on sait la synthétiser, il suffit de prendre des compléments. En conclusion, c'est globalement plus facile de bien s'alimenter en mangeant des produits animaux, mais si on tient à s'en passer, c'est tout à fait possible de le faire et d'être en bonne santé. À partir de là, Julien a raison quand il dit que c'est pas la question de savoir si les légumes ont un super pouvoir qui vont guérir votre hépatite du sida en une semaine. Tout ce qui importe, c'est que si on veut devenir vegan, c'est possible de faire ce choix sans se mettre en danger. Il faut simplement être attentif à son alimentation, mais ça c'est également vrai pour les carnistes de toute façon. Si vous vous empiffrez de kebab et de barbecue, alors ouais, vous n'allez pas être en carence de vitamine B12, ok. Par contre, faudrait pas s'étonner de faire un infarctus à 26 ans non plus. En bref, que vous soyez vegan ou pas, l'important c'est d'être attentif à ce qu'on mange. C'est surtout ça qui fait qu'on est en meilleure santé. Du coup, je vois vraiment pas en quoi cet argument démontrerait que les véganes ont tout faux. Ou alors je sais pas, c'est qu'on parle de véganes de Twitter qui soutiennent que depuis qu'ils ont arrêté la viande, c'est génial. Ils ont rentré un 360 Indie avec la trottinette de leur grand-mère, ils ont gagné 3 fois au loto, ils ont été retweetés par Denis Brognard en personne, etc.
Mais bon, quand on répond à un courant d'idées, on attaque les meilleurs arguments, pas les pires. Sinon, c'est pas une argumentation, c'est de la propagande. Si ces fameuses études démontrent quoi que ce soit, c'est bien qu'on peut être vegan et être en bonne santé. Donc de là, si on a des objections morales à consommer de la viande, c'est légitime de revendiquer d'arrêter d'en consommer. Et d'ailleurs, même si je suis pas vegan, je reste pragmatique. Dans un monde où on surconsomme massivement de la viande produite industriellement, plus on aura de personnes prêtes à arrêter de consommer de la viande et des produits animaux, mieux ce sera. Ça contrebalancera au moins un petit peu le déséquilibre. Jamais vous m'entendrez casser les couilles à un vegan comme quoi il faut qu'il mange de la viande. Non. S'il est en bonne santé, c'est très bien qu'il mange pas de viande. Tout ce que je lui demande, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas vegan et que c'est pas parce qu'on ne l'est pas qu'on est un criminel. Donc de respecter ceux qui font pas le même choix et chercher le dialogue plutôt que faire des reproches. Donc déjà, de base, l'argument est vraiment bancal, mais surtout, l'article en remet une bonne grosse couche d'ad hominem dans le plus grand des calmes. D'ailleurs, je suis étonné que Julien n'ait pas réagi là-dessus. J'imagine qu'il était tellement assommé par la pertinence moyenne de l'article que ça a dû lui échapper. Mais l'auteur nous balance calmement au passage que sans vitamine B12, ce régime ultra sain réduit irrémédiablement à la santé, à commencer par celle de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cet argument de merde? Qu'est-ce que l'esprit vient foutre là-dedans? Une carence de vitamines, c'est néfaste pour la santé, point. C'est quoi l'idée là? Que le régime vegan ça rend fou? Que les véganes sont véganes justement parce qu'ils ont une carence de vitamines à force d'être véganes, et c'est à cause de leur véganisme qu'ils refusent de comprendre qu'il faut manger de la viande? Qui vous voulez convaincre avec des arguments comme ça? Enfin, c'est dingue, je suis pas vegan et je suis quand même choqué. Si je me mets dans la peau d'un vegan qui dit ça, ma réaction c'est clair que ça va juste être « Merci Dr Freud, combien je vous dois ?» C'est exactement aussi mauvais que l'argument adverse qui vient traiter les carnistes de schizophrènes. On fait jamais réfléchir quelqu'un en le traitant de cinglé, on fait qu'exacerber les oppositions. Ce genre de phrase, ça fait que renforcer les végans dans leurs convictions, alors que justement, cet article aurait dû être l'occasion de les inviter à modérer leurs revendications. Clairement, sortir ce genre de vanne, c'est se tirer une balle dans le pied. Sur le point suivant, Julien n'a pas répondu, bon, tout simplement parce qu'il a un format de vidéo court et qu'il n'a pas cherché à faire un débunkage complet de l'article, mais je vais revenir un peu dessus parce qu'il y a quand même des trucs à en redire. Il s'agit de critiquer l'idée selon laquelle le véganisme serait écologique, et l'article argumente que l'élevage, sous-entendu fermier, est la raison principale qu'on a à maintenir des paysages ouverts. Donc en résumé, sans élevage, il y aurait un risque de tout bétonner et urbaniser jusqu'à détruire tout l'écosystème. Là encore, c'est un argument correct quand on connaît le fond du propos, mais à nouveau, c'est présenté comme un sophisme, cette fois du faux dilemme. Comme s'il fallait choisir entre soit tout bétonner, soit avoir des pâturages. Sauf que d'une part, les pâturages, c'est certes mieux pour la biodiversité que les champs de béton, mais c'est quand même moins bien que les forêts ou les plaines. Donc si on prolonge le raisonnement, on se rend bien compte que tout couvrir de pâturage, c'est pas spécialement écolo non plus au final. Donc la question, là encore, c'est pas de choisir entre pâturage et béton, mais de limiter l'expansion humaine et préserver des espaces sauvages. Et du coup, l'argument tombe à l'eau, parce que trouvez-moi un seul vegan qui soutient qu'il faut abolir l'élevage et poursuivre l'expansion humaine jusqu'à recouvrir toute la nature. Le véganisme, c'est une idéologie, au sens littéral, pas péjoratif, c'est-à-dire une articulation d'idées, idéologique. Donc ça se résume pas à dire il faut abolir l'élevage et pouf le monde sera sauvé. Ça s'accompagne d'une logique de développement harmonieux avec des impératifs écologiques, donc ça suppose aussi de limiter l'urbanisation. Du coup l'argument est tourné de manière malhonnête, parce que dans la logique végane, il n'est pas du tout question de tolérer de détruire les espaces sauvages. Il prône à la fois l'abolition de l'élevage et la préservation des espaces naturels. Là encore, l'article présente un argument sous une forme à laquelle les véganes ont déjà apporté des réponses valides, mais il ignore ces réponses comme s'ils le faisaient volontairement. Donc on se retrouve encore une fois avec une démarche qui ne relève pas du journalisme, informer les lecteurs sur l'actualité d'un débat, mais bien du prosélytisme, rabâcher les arguments d'un camp alors que le camp adverse y a déjà répondu. Et en parlant de prosélytisme, juste après, l'article prend une tournure purement propagandiste. Et je rappelle qu'à la base je suis d'accord avec le fond du propos, mais la manière dont c'est rédigé est juste... j'ai même pas de mots là. En résumé, ça dit que le véganisme n'est pas une posture révolutionnaire et qu'au contraire, il fait le jeu des multinationales. Enfin pardon, qui sont les idiots utiles du capitalisme. Oui, parce que pourquoi prendre des pincettes quand on peut directement insulter ceux à qui on s'adresse après tout? Alors en passant, on a un magnifique amalgame en plein milieu, comme quoi le véganisme consisterait à abolir toute la domestication, donc les vaches, les chevaux, mais aussi les chiens. Ça c'est faux, c'est pas le véganisme. C'est certains véganes et à mon avis, ils sont tous sauf majoritaires. Je l'ai déjà mentionné au début, le cas des animaux de compagnie est à part parce qu'il n'implique pas leur consommation, contrairement à l'élevage de bétail. Donc là encore, l'article caricature complètement le propos aussi bien des véganes que des welfaristes, et c'est particulièrement frustrant quand on sait qu'en réalité, il y a un véritable argument derrière qui, comme toujours, n'est absolument pas reflété dans l'article. Julien n'y répond d'ailleurs même pas, il se contente de citer sarcastiquement le passage pour en exposer la stupidité, et là encore, je peux pas lui donner tort, parce que tel que c'est résumé, c'est effectivement tellement stupide qu'il y a de quoi en rire.
Là encore, si vous n'êtes pas vegan, prenez n'importe quelle idée dont vous êtes partisan et imaginez qu'on vous dise que ceux qui sont de votre avis sont les idiots utiles du capitalisme sans autre forme de procès. Enfin, ça marche pas si vous êtes partisan du capitalisme, du coup, mais m'emmerdez pas, vous avez compris. C'est clair que face à un argument aussi imparable, vous allez forcément changer d'avis, n'est-ce pas? Évidemment que non, ce genre de punchline c'est du niveau engueulade Twitter, c'est pas du journalisme. Mais comme je l'ai dit, il y a pourtant un vrai argument derrière cette caricature. Alors pourquoi on pourrait dire qu'effectivement le véganisme participe au problème plus qu'à la solution? Parce que comme on l'a vu tout au long de la vidéo, le fond véritable du problème, c'est pas tant de savoir s'il faut être vegan ou welfariste, mais tout simplement de comprendre qu'il faut urgemment mettre fin à l'exploitation industrielle des animaux. C'est ça l'urgence numéro 1, et c'est à mon avis là que pêche le véganisme, parce que ça n'a pas vraiment de sens de revendiquer de libérer une poule d'élevage fermier, quand juste à côté vous avez un hangar de batterie où elle crève par dizaines de milliers. Si on veut améliorer les choses, il faut absolument savoir cibler des priorités, et en l'occurrence ça me semble vraiment pas compliqué de comprendre où elles sont. Le problème de l'abolitionnisme, c'est de partir du principe que la pratique de l'élevage est en soi moralement indéfendable. Et quand on reproche à un vegan de critiquer l'élevage fermier, généralement il va vous répondre qu'on n'aurait pas aboli l'esclavage en disant qu'il fallait juste s'attaquer aux pires entreprises et tolérer un esclavage gentil. Alors j'ai déjà expliqué un peu plus tôt que l'esclavage ou la colonisation c'est pas comparable avec l'élevage, parce que tous les humains ont une capacité à contracter et donc peuvent légitimement revendiquer une émancipation. Mais c'est pas le cas des animaux qui sont donc forcément soumis à la tutelle de quelqu'un qui en a la responsabilité quand il est question pour eux de vivre dans une société humaine. Mais aussi, je serais prêt à vous parler de ma couille gauche que si on approfondissait les recherches, on se rendrait compte justement que l'abolition de l'esclavage n'a été rendue possible qu'au terme d'une très longue série de débats de société relatifs à leurs conditions et leur qualité de traitement. Mais passons. Le problème avec cette logique-là, comme quoi il faudrait lutter contre toute forme d'élevage et pas spécifiquement contre l'élevage industriel, c'est que justement, il est profondément contre-productif. Pourquoi ça? Eh ben, je vais vous proposer un exercice de pensée pour le comprendre. Imaginez qu'un projet de loi soit débattu à l'Assemblée. Genre là, demain, pouf, ça tombe sur le tapis, les députés vont devoir accepter ou refuser un projet de loi qui propose d'augmenter les subventions à l'élevage fermier pour qu'il puisse rester compétitif face à la production industrielle et permettre aux consommateurs de choisir de consommer une viande issue d'élevage fermier. Là, vous avez trois cas de figure. Soit vous êtes un gros FDP qui a des actions chez Charal et donc vous allez être contre, soit vous êtes welfariste et vous allez considérer que tout ce qui permet de piquer la moindre part de marché à l'industrie est une très bonne chose, donc vous allez être pour. Soit vous êtes abolitionniste, et alors vous allez considérer que d'une part, le projet de loi ne fait absolument rien pour interdire spécifiquement la production industrielle ou la limiter, et d'autre part qu'elle ne fait qu'inciter à l'accroissement de la production de viande en subventionnant l'élevage fermier qui à vos yeux est lui aussi criminel, et donc vous allez être contre. Si vous êtes attentif, vous avez remarqué un détail amusant, c'est que le choix du vegan là, c'est finalement le même que le mec qui a des actions chez Charal. Et oui, il est là le problème, c'est que dans la configuration actuelle, il faut bien comprendre deux choses. D'une part, la consommation de viande ne va pas disparaître de sitôt. En fait, elle est en croissance continue depuis les débuts d'industrialisation et n'a même pas fléchi avec l'émergence des thèses antispécistes. Et d'autre part, l'élevage fermier est le seul type d'élevage qui a le potentiel de produire éthiquement de la viande. Mais comme il est moins compétitif que l'élevage industriel, il est en train d'être écrasé au profit d'une forme de production qui par nature ne peut pas être éthique. Du coup, le seul moyen efficace d'améliorer la condition animale, c'est pas d'attendre que la consommation de viande prenne fin d'elle-même, parce que ça c'est pas près d'arriver. C'est de s'assurer que la viande qui sera produite le soit de la manière la plus éthique possible et dans la plus brève échéance possible. Et pour ça, c'est indispensable de soutenir l'élevage fermier et de le défendre contre l'élevage industriel. Or, comme les véganes mettent toujours les deux dans le même panier, il en résulte un truc totalement contre-intuitif. Quand il est question de protéger les éleveurs fermiers, la position des véganes converge systématiquement avec celle des industriels. Et souvenez-vous, en début de vidéo, on avait parlé du fait que les véganes seraient marginaux et surreprésentés, et je vous avais dit que c'était grossier, mais pas tout à fait faux non plus, et qu'on allait y revenir. Eh bien, revenons-y justement. On n'a pas de chiffres précis pour la France, mais si on extrapole avec les chiffres américains, on peut estimer que la part de véganes dans la population est grosso modo de 0,5%. À première vue, c'est pas beaucoup, mais compte tenu de la drasticité du mode de vie vegan, on peut aussi reconnaître que c'est quand même pas mal de monde qui font cet effort. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ça fait pas beaucoup, alors comment ça se fait qu'une part aussi réduite de la population fasse autant de vacarme, comme le soulignait l'article au départ? Eh bien peut-être tout simplement parce qu'ils sont mis en avant par des gens qui y trouvent un intérêt, et qui sont ces gens? Et bien paradoxalement, les industriels de l'exploitation animale. Alors là, vous êtes sûrement en train de me traiter de complotiste pour changer, mais laissez-moi attirer votre attention sur un truc révélateur. Peter Singer a publié La Libération animale en 1972. Or, si on additionne 19 et 72, on obtient... Non, je déconne, je vais pas faire de numérologie, c'était pour troller. Bon, plus sérieusement, notre industriel de la viande, là, il va chercher quoi?
à promouvoir ses intérêts et accroître ses parts de marché. Et comme, à l'évidence, l'exploitation industrielle, c'est vachement plus compétitif que l'élevage fermier, puisque c'est fait pour et que ça se fait en négligeant totalement la qualité de vie des animaux, ils ont déjà depuis longtemps une force de marketing et de lobbyisme immensément plus grande que les éleveurs fermiers. Et du coup, à chaque fois que vous allez avoir un projet de loi, une décision du gouvernement qui vise à soutenir les éleveurs fermiers, vous allez avoir d'un côté tous les lobbyistes de l'industrie qui vont s'activer en coulisses pour influencer les députés afin qu'ils s'y opposent, et de l'autre tous les véganes qui vont monter au créneau pour dire que c'est scandaleux que l'argent de leurs impôts serve à financer le meurtre d'animaux innocents. Et c'est précisément là que ces industriels ont tout intérêt à soutenir, discrètement bien sûr, les revendications véganes. Par exemple en jouant de leurs relations pour que leurs paroles soient diffusées dans la presse, ou encore en subventionnant au travers de fondations discrètes différentes formes de militantisme vegan. Alors, est-ce que ça se fait réellement ce genre de soutien? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que je peux pas le prouver. Mais il est clair qu'ils auraient intérêt à le faire, ou au minimum à ne surtout pas entraver la diffusion de l'opposition végane. Parce que le résultat pour le député qui va devoir voter une loi ou le gouvernement qui va devoir prendre une décision, c'est que d'un côté, il va avoir la carotte du lobbyisme, et de l'autre, le bâton de la vindicte populaire. S'il soutient la proposition, il va à la fois perdre des opportunités de carrière ou des relations avec les industriels, et à la fois être exhibé au pilori, alors que s'il s'y oppose, il va aussi bien se faire des bons copains lobbyistes et s'épargner la foudre de la twittosphère végane. Voilà pourquoi le véganisme, malgré sa conviction profonde, fait bien partie du problème plus que de la solution, même si leur balancer idiot-utile du système dans les dents, c'est clairement pas le meilleur moyen de leur faire comprendre que c'est le cas. Bon, je sais que puisque je fais une vidéo sur le véganisme, il va forcément y avoir un bon paquet de véganes qui m'écoutent, et je doute pas qu'ils vont pas être d'accord avec moi là-dessus. Mais encore une fois, j'ai déjà discuté avec un bon paquet de véganes, et donc j'ai une bonne idée de ce qu'ils pourraient déjà être en train d'écrire en commentaire. En résumé que non, le véganisme ne promeut pas les intérêts des industriels, parce qu'ils promeuvent l'arrêt de la consommation de la viande, et que ça peut pas aller dans le sens de leurs intérêts. Alors je vais souligner deux choses. Premièrement, il s'agit évidemment pas de dire que les véganes promeuvent activement l'industrie, mais simplement qu'ils s'opposent à tout soutien aux éleveurs fermiers avec la même intensité. C'est ce comportement qui fait qu'on en reste toujours à un statu quo sur la question. Comme les lobbies industriels sont très puissants, c'est quasiment impossible d'aller contre leurs intérêts directement. Donc le seul moyen de lutter contre, ce serait justement de soutenir les éleveurs fermiers. Mais comme les véganes s'y opposent aussi, au final, on décide jamais de rien. Du coup, on abandonne les éleveurs fermiers face à la compétition industrielle, et évidemment, c'est toujours l'industrie qui en sort gagnante. Deuxièmement, si la consommation de viande par habitant est en baisse, d'ailleurs probablement plus à cause de l'augmentation des prix que par l'influence de l'antispécisme, la consommation globale, elle, n'arrête pas d'augmenter. Donc pour que le véganisme permette de mettre fin à l'industrie animale, il faudrait non seulement qu'il se développe plus vite que l'industrie de la viande, et c'est pas le cas, mais aussi qu'il aboutisse à convaincre 100% de la population. Or je rappelle qu'on peut estimer la part de véganes dans la population à 0,5%, et ça c'est 45 ans après l'émergence des thèses antispécistes de Singer. J'insiste bien là-dessus, 45 ans de diffusion, 0,5% de la population engagée. D'après vous, à ce rythme, combien de temps ça va prendre pour atteindre les 100%, même en supposant que ce soit possible de les atteindre? Ça risque quand même d'être un peu trop long, même si actuellement le mouvement se développe plutôt bien. Parce que gardez en tête que même si dans un futur proche vous atteigniez 60% de la population, ce serait déjà super impressionnant, mais ça suffirait toujours pas. Tant qu'il y aura de la demande, il y aura une offre. Et tant qu'on ne fait pas en sorte que la réponse à cette demande soit une offre fermière, ce sera toujours l'offre industrielle qui aura l'avantage parce qu'elle est bien plus compétitive par nature. Et ce serait, à mon avis, bien pire d'avoir quelque chose comme 40% de la population qui mange de la viande industrielle que d'avoir le double de la population qui mange de la viande fermière. Et du coup, les végans de tout à l'heure, là, ils ont sans doute effacé leurs commentaires précédents et ils sont en train d'écrire à la place « Oui, mais avec les 60%, on aura la majorité, donc on pourra obtenir l'abolition démocratiquement. Boum, headshot, 3,62 scope FDP, on lâche rien !» Et c'est précisément là que je voulais en venir. Parce que maintenant, je vais vous donner un autre chiffre à mettre en perspective avec les 0,5% de véganes. C'est celui d'un sondage YouGov L214 de 2017, sachant que je prends celui-là parce qu'il est plus récent, mais il y en a plein d'autres qui, à la louche, donnent tous le même résultat. Ce sondage mesure combien de Français sont pour ou contre les méthodes d'élevage industriel. En l'occurrence, il était question des pratiques liées à l'élevage porcin. Et d'après vous, quelle part de la population est opposée à ces méthodes? 15%, 30%, 45%? Et vous êtes encore loin du compte, parce que selon l'exemple spécifique, les interrogés ont en fait été entre 83% et 89% à affirmer être contre, avec en moyenne les 3/4 des interrogés qui sont très fermement contre. À côté de ça, on trouve 7 à 11% de personnes qui y sont favorables, dont à peine 2 à 4% qui y sont très fermement favorables, probablement les actionnaires de Charal.
Ce qui veut dire qu'au terme de 45 ans de diffusion des thèses antispécistes, d'un côté vous avez un objectif vegan qui est d'arrêter massivement de consommer tout produit d'origine animale qui a convaincu 0,5% de la population. De l'autre, vous avez un objectif welfariste qui propose de lutter contre l'élevage industriel principalement, voire exclusivement, qui quant à lui a fermement convaincu plus de 3/4 des Français et a même l'approbation de jusqu'à 90% de la population. Et pourtant, on n'obtient quand même rien démocratiquement. Alors pourquoi c'est le cas ? Bon, déjà parce que la notion de démocratie en France, c'est surtout une blague, ok ? Mais aussi parce que dès qu'on parle de soutenir les éleveurs fermiers, les véganes montent au créneau de partout et étouffent le débat dans l'œuf. Alors, je veux pas tout coller sur le dos des véganes non plus, même si quand je vois que certains trouvent plus important d'aller vandaliser une fromagerie de terroir plutôt que de s'en prendre à la ferme des 1000 vaches, je vous le dis franchement, je trouve qu'il y a des kamehameha qui se perdent, mais c'est juste mon opinion. Seulement, j'aimerais bien que les véganes comprennent une fois pour toutes que soutenir l'élevage fermier et lutter contre l'élevage industriel, c'est un seul et même combat. Alors, si pour des raisons morales ou autres, vous ne voulez pas vous résoudre à soutenir des élevages fermiers, je ne vais pas vous demander de le faire quand même, mais la moindre des choses, ce serait de foutre la paix à ceux qui essayent de les soutenir plutôt que de les accuser d'être des assassins. Parce que si au lieu de se tirer dans les pattes comme ça entre welfaristes et abolitionnistes, on était unis autour de cette priorité commune qui est l'abolition de la production industrielle, avec près de 90% de la population qui est favorable, c'est quasiment obligatoire qu'on aurait déjà obtenu un paquet de résultats depuis longtemps. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet article et la réponse de Julien ? Concernant la réponse de Julien, j'ai pas grand chose à redire. Vu la qualité de l'article, ses réponses sont justifiées et à sa place, j'aurais pas réagi autrement. Pour autant, je reste welfariste, et ce qui m'énerve, c'est avant tout à quel point cet article est non seulement insultant pour les véganes, qui se privent pas de traiter de cinglés extrémistes marginaux et irrationnels, mais aussi pour les welfaristes qu'il est pourtant censé représenter. Au point qu'on jurait que cet article a été écrit par une sorte d'agent double vegan chargé de décrédibiliser le welfarisme, et d'ailleurs Julien n'a pas loupé l'occasion de troller là-dessus. Pour commencer, je me suis demandé si cet article n'était pas un moyen de relancer le débat sur la question du véganisme. En effet, suite à cette tribune, des dizaines et des dizaines d'articles ont été publiés pour défendre la cause végane. S'ils avaient publié une tribune en disant pourquoi les véganes ont raison, eh bien je suis persuadé que ça n'aurait pas fait autant de bruit. Pourquoi est-ce que je pense qu'ils l'ont fait exprès ? Eh bien parce que je ne peux toujours pas croire que Paul Ariès, qui est proche quand même des idées communistes, eh bien écrive que l'on doit manger de la viande parce qu'on l'a toujours fait et qu'on doit opprimer les plus faibles parce que c'est les sortir de la sauvagerie. Mais je vous avais dit en début de vidéo que si on délirait tous les deux sur la thèse des Illuminati véganes à l'origine de cet article, j'allais vous proposer une autre explication plus plausible. En effet, dans l'article, on a 3 co-auteurs qui sont cités. Paul Ariès, que Julien connaît bien, et dont il s'étonne que le contenu de l'article reflète aussi mal ses positions habituelles. Jocelyne Porcher, que je connais bien, et dont je m'étonne que l'article reflète aussi mal ses positions habituelles. Et Frédéric Danez, que ni l'un ni l'autre ne connaissons vraiment, et qui se trouve être chroniqueur chez France Inter et auteur de 3 articles chez Libération, dont l'article incriminé. Donc à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que coécrit, ça veut pas forcément dire écrit par les 3 en concertation commune, mais simplement que les 3 personnes ont contribué à la production de l'article, et ça, c'est pas très pareil en fait. Parce que ce que je pense, c'est qu'il y a eu en fait 2 contributeurs et un rédacteur. Les 2 contributeurs, c'est en fait ceux qui sont qualifiés, à savoir le politologue Paul Ariès et la sociologue Jocelyne Porcher. Et du coup, par élimination, le rédacteur, c'est celui qui n'a aucune qualification autre que, j'allais dire journaliste, mais je vais dire blogueur juste pour l'emmerder, c'est-à-dire Frédéric Danez. Donc selon moi, ce qui s'est passé, c'est que Frédéric il s'est dit « Tiens, j'ai besoin de d'informer des gens ». Je vais donc contacter Ariès et Porcher pour discuter de véganisme et faire un article appuyé sur ce qu'ils vont me dire. Donc ils ont dû discuter et s'échanger des arguments au sujet du véganisme, à mon avis des bons arguments puisque Julien qui connaît Ariès se considère compétent et moi qui connais Porcher je la considère compétente aussi. Et au terme de la discussion, Frédéric a dû dire « Merci pour votre coécriture, je vais à présent m'occuper de synthétiser tout ça selon les critères des plus hautes exigences journalistiques modernes. » Il est rentré chez lui, il s'est essuyé les pieds sur la charte de Munich en passant la porte, et il nous a pondu cette grosse daube putaclic qui ne reflète la qualité argumentative ni d'Ariès ni de Porcher, et caricature aussi bien la position qu'il attaque que la position qu'il défend. Parce que son objectif réel, c'était probablement pas la qualité de l'information, mais tout simplement le potentiel à faire du buzz. Et c'est d'ailleurs malheureusement un pari réussi, comme en témoignent les nombreuses publications en réponse. Allez, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une vidéo bien assez longue, et même si j'ai l'impression d'avoir fait le tour, il y a tellement de plus à dire que je vais m'emballer si je continue. Donc merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner parce que, comme je l'ai dit, on va approfondir tous ces sujets dans la série sur les animaux, donc ça pourra sûrement vous intéresser.
Comme toujours, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de me soutenir financièrement avec du pognon. Et si vous n'avez pas assez de pognon pour me donner du pognon, vous pouvez partager cette vidéo en ciblant de préférence vos potes qui ont du pognon. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo ni sur quoi elle sera, mais ce qui est certain c'est qu'elle parlera de trucs et que ça va être cool. Donc en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.